Je désire que mes cendres reposent sur les bords de la Seine, au milieu de ce peuple français que j'ai tant aimé. Le 5 mai 1821, Napoléon Bonaparte meurt entouré de ses derniers fidèles sur l'île de Sainte-Hélène. En principe, les causes de sa mort sont naturelles. L'ancien empereur a succombé à un cancer de l'estomac à l'âge de 52 ans. Mais dans les années 60, plusieurs chercheurs indépendants remettent en cause cette conclusion. Pour eux, les symptômes de sa maladie montrent que Napoléon a été empoisonné par des doses successives d'arsenic. Et depuis, la controverse n'a jamais cessé. Alors, Napoléon a-t-il été empoisonné? Et si oui, par qui? Nous allons enquêter maintenant ensemble. Jean Tullard, vous serez notre expert dans cette enquête. Vous êtes professeur à la Sorbonne. Vous êtes le spécialiste le plus reconnu du Premier Empire. Alors, pourquoi est-ce que cette hypothèse de l'empoisonnement passionne autant le public? Parce que c'est la plus belle intrigue policière que l'on puisse imaginer. La victime, c'est Napoléon, le personnage le plus illustre de notre histoire. Le cadre, c'est une île coupée du monde, d'où l'assassin ne peut pas s'enfuir. C'est Agatha Christie, quoi. C'est les 10 petits nègres d'Agatha Christie. Et la méthode, c'est l'empoisonnement. Le crime ne peut être commis par un membre de l'entourage. Les soupçons se portent sur un certain nombre de personnages. Et vous avez Rouletabille chez le Tsar de Gaston Leroux. Tous les ingrédients du roman policier sont réunis dans cette affaire. Qui, pourquoi, comment? Alors, le succès est assuré. Si on se passionne pour la mort de Napoléon, c'est aussi parce qu'on se passionne pour sa vie. Effectivement, si Napoléon est mort dans son lit d'un cancer, comme le vulgum pecus, il est évident que la légende ne sera pas aussi forte que dans le cas de César, poignardé par Brutus. Alors, c'est un Brutus qui, au lieu d'un poignard, utilise le poison, et vous voyez que tout à coup, le destin de Napoléon prend une autre dimension. Alors, est-ce qu'il y a un enjeu historique derrière la question de savoir si, oui ou non, il a été empoisonné? Ça a des conséquences sur l'interprétation? Ah, si l'on démontre qu'il a été empoisonné, se pose le problème du commanditaire. Voilà. Si c'est l'Angleterre, effectivement, la perfide Albion devient encore plus perfide. Si c'est le comte d'Artois qui a stipendié Montholon, la cause royaliste en souffre, vous voyez qu'il y a effectivement une réputation qui se joue, car il y a eu des tentatives d'assassinat de Napoléon. Plusieurs fois, on a essayé de le tuer, oui. À l'époque où il était au pouvoir, à l'époque où il était protégé par la police de Fouché, par la garde impériale, tandis que là, il est seul, désarmé. Et quand on tentait de l'assassiner lorsqu'il était au pouvoir, c'était ce qu'on appelait un tyrannicide. Il y avait une cause idéologique. Oui. Tandis que là, c'est un crime gratuit, inutile, et qui finalement prend une couleur ignoble, et cette ignominie rejaillit sur les commanditaires. D'accord. Bon, bah alors vous allez rester avec nous, hein. On va examiner tous les éléments, les analyses, les preuves que nos détectives ont rassemblées. Et puis, on se retrouve dans un peu moins d'une heure. Éric, nous sommes donc en 1821 sur la petite île de Sainte-Hélène qui est perdue dans l'Atlantique Sud, là où le gouvernement anglais détient depuis 6 ans son ennemi le plus dangereux, l'ancien empereur Napoléon Ier. Ouais. Alors lui qui s'était rendu maître de l'Europe, lui qui s'était illustré sur tous les champs de bataille, de la Prusse à la Russie et même jusqu'aux pyramides d'Égypte, il va en effet devoir se morfondre pendant 6 longues années sur un îlot minuscule dans l'Atlantique Sud. Alors avant d'évoquer l'agonie de l'empereur déchu, Sainte-Hélène, en 1821, on va refaire avec lui le voyage jusqu'à Sainte-Hélène, 6 ans auparavant, et nous replacer dans l'atmosphère de fin de règne de l'été 1815. La défaite de Waterloo a scellé la fin de l'épopée. Napoléon vient d'abdiquer, il a fui Paris. Et le voilà à présent sur la petite île d'Aix, dans l'embouchure de la Charente, où il va passer
les 3 derniers jours de sa vie sur le territoire français. Nous sommes alors les 13, 14, 15 juillet 1815. L'île d'Aix où, accompagné du dernier carré des fidèles, il va séjourner dans cette demeure qui existe toujours de nos jours. Alors Napoléon hésite, il aimerait passer aux États-Unis, mais il sait que la flotte britannique surveille la côte, alors il va préférer, avec un certain panache, se rendre, écrit-il dans cette lettre de reddition, au plus puissant, au plus constant, au plus généreux de ses ennemis, les Anglais. Je viens comme Thémistocle m'asseoir au foyer du peuple britannique. Pas mal dit. Oui, une certaine emphase. En tout cas, lorsqu'il monte à bord de ce navire anglais, le Bellérophon, il croit encore qu'il va pouvoir terminer ses jours dans un exil plutôt confortable, pas très loin de Londres. Mais les Anglais qui ont en tête son évasion de l'île d'Elbe un an plus tôt, vont préférer l'exiler à l'autre bout de la terre, dans une possession lointaine, Sainte-Hélène. Sainte-Hélène, improbable caillou, perdu dans l'Atlantique Sud, le climat est incertain et voilà où finira ses jours celui qui avait conquis les plus beaux palais d'Europe. Alors dans sa résidence de Longwood, qui est assez modeste, certes Napoléon va pouvoir dicter ses mémoires, il aura même une liaison sentimentale, mais surtout, il s'ennuie, il devient dépressif. Et surtout, la maladie commence à le frapper, c'est-à-dire qu'il a des malaises de plus en plus fréquents, de plus en plus graves. Et c'est bientôt le temps de l'agonie. Voici comment la télévision française des années 60 traitait la fin de l'empereur Napoléon. C'est une dramatique écrite par Alain Decaux, l'historien. Avec Raymond Pellegrin. Que ressentez-vous, monsieur? Une douleur vive et aiguë qui semble m'a coupé comme un rasoir. Mon père est mort de cette maladie à l'âge de 35 ans. Alors la réalisation est assez figée, c'est un peu statique, mais ce téléfilm traduit fidèlement les derniers instants de l'empereur, et notamment le testament. Je désire que mes cendres reposent sur les bords de la Seine, au milieu de ce peuple français. J'ai tant aimé. Nous sommes le 5 mai 1821. Je crois. Napoléon s'éteint dans l'après-midi. Je crois que tout est en ordre. Le boulet qui doit me tuer n'est pas encore fondu, avait-il dit du temps de sa splendeur, mais il ne peut pas remporter toutes les batailles, en tout cas pas celle contre la maladie. Et donc pour ses proches, c'est une mort naturelle? Ah, ça fait absolument aucun doute. D'ailleurs, le général Bertrand, qui assiste, qu'on voit ici à l'arrière-plan, qui assiste à la mort de l'empereur et qui était là pendant tout l'exil à Sainte-Hélène, va décrire dans ses cahiers de Sainte-Hélène, publiés bien plus tard en 1959, eh bien, tous les instants où Napoléon semble frapper peu à peu par ce qu'on appelle une grave maladie, il a des malaises de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses. Alors, quelle est officiellement la cause de la mort? Bien, dès le lendemain de la mort de l'empereur, son médecin, le chirurgien Antomarchi, va procéder à une autopsie. Autopsie réalisée d'ailleurs avec le concours de chirurgiens anglais. Voici le rapport d'autopsie. Alors tous les organes sont évidemment sont passés en revue. Et lorsque Antomarchi commence à examiner l'estomac, ça fait aucun doute, Napoléon souffrait, comme on disait à l'époque, d'un squire du pylore, c'est-à-dire un ulcère cancéreux. Vous pouvez lire l'extrait dans lequel on décrit l'organe en question. Presque tout le reste de la surface interne de cet organe était occupé par un ulcère cancéreux. Mais alors, ce rapport, il a été contesté? Absolument pas, en tout cas pas pendant 140 ans. Ses proches ont décrit d'ailleurs la même chose. Montholon, c'est un proche de Napoléon à Sainte-Hélène. Oui. L'autopsie, écrit-il dans ses mémoires, a prouvé que Napoléon est mort de la même maladie que son père, soit un cancer ulcéreux de l'estomac près du pylore. Il est probable que le mal a débuté il y a 4 ou 5 ans. Et c'est vrai, vous savez que la vie de Napoléon avait été tellement intense. Il avait parcouru l'Europe entière du nord au sud à cheval, il avait livré 50 batailles, il avait livré des combats politiques d'une intensité inouïe. Donc il est fort probable qu'au moment de l'exil, avec la dépression en plus, eh bien, son organisme s'était vraiment affaibli et il ne pouvait pas lutter contre une grave maladie. Alors, il a été enterré sur place? Oui, Napoléon a été enterré dans un petit vallon verdoyant à Sainte-Hélène. Il avait choisi lui-même l'endroit d'ailleurs. Et puis, 20 ans plus tard, sous Louis-Philippe, la France a procédé à son exhumation avec, évidemment, l'autorisation des Britanniques. C'est le retour des cendres. Donc voici une gravure, par exemple, d'époque de l'exhumation de Napoléon. Et son corps a été ramené à Paris, où là, il va être inhumé avec un faste grandiose sous le dôme des Invalides. Et c'est là, aujourd'hui, que repose le corps de l'empereur. Et de nos jours, c'est toujours l'un des monuments les plus visités de la capitale. Alors, certains ont dit
que ça n'était pas le camp de Napoléon qui était dans le catafalque. Alors ça, c'est tout à fait pittoresque. En effet, ça repose sur un élément, c'est que son valet à Sainte-Hélène, Cipriani, qui était un ancien espion, qui est mort 3 ans auparavant, en 1818, eh bien, on n'a jamais retrouvé son corps. Donc certains ont eu l'idée de dire que peut-être il y aurait eu une substitution. Napoléon en aurait profité pour se carapater aux États-Unis et finir ses jours là-bas. Enfin, ça tient pas vraiment debout, comme on dit, c'est-à-dire que c'est beau comme hypothèse, mais c'est assez romanesque. D'ailleurs, il y a eu un film qui a été fait sur cette hypothèse. Il y a quelques Monsieur N. N. Voilà, C'est le très beau scénario, film. hein. Enfin, c'est une fiction et il n'y a aucun élément historique qui vient étayer cette hypothèse. Jusqu'à preuve du contraire, c'est bel et bien le corps de Napoléon qui repose sous le dôme des Invalides à Paris. Alors vous avez dit que le tombeau de Napoléon, c'était le monument, enfin un des monuments les plus visités de Paris. C'est vrai que c'est une vie qui fascine toujours. C'est d'ailleurs ce qui explique en grande partie la polémique sur la mort, sur l'empoisonnement. Et donc pour comprendre l'affaire, il faut revenir sur la vie extraordinaire d'un petit officier corse qui s'appelle Napoleone Bonaparte. Corinne, dans une période normale, Napoléon Bonaparte n'aurait jamais fait de carrière politique. Il aurait fini, je ne sais pas, colonel dans l'armée du roi, par exemple. Oui, c'est vrai que Napoléon doit tout à la Révolution. Révolution qu'il a poursuivie, propagée selon les uns, trahie pour d'autres. En tout cas, c'est grâce ou à cause de la Révolution qu'un petit sous-lieutenant d'artillerie a pu devenir empereur de tous les Européens. C'est vraiment un destin incroyable et un destin qui commence en Corse en 1769, à Ajaccio, exactement dans cette maison, puisque Napoléon Bonaparte voit le jour dans une famille de la petite noblesse corse. Sa maman, Marie-Laetitia, veille jalousement sur l'éducation de ses enfants. Napoléon, qui s'appelle encore Bonaparte à l'époque, Bonaparte obtient une bourse d'études et termine sa scolarité à l'école militaire de Paris. Alors très vite, le jeune homme va s'illustrer sur le terrain puisqu'en 1793, au siège de Toulon, vous savez, la ville s'était vendue aux Anglais, eh bien, il fait montre de ses qualités militaires. Il était encore artilleur à cette époque-là. À Paris, pendant ce temps-là, la convention de Robespierre tombe, on pourchasse ses partisans, dont Bonaparte faisait partie. Et un des directeurs, puisque maintenant on est sous le régime du directoire, Barras, fait appel à lui pour mater l'insurrection royaliste de Paris. En Vendémiaire. C'est ça, rue Saint-Roch. Il fait ça de façon assez efficace. Et ceci, allié à l'influence de son épouse, Joséphine de Beauharnais, fait qu'à 27 ans à peine, Bonaparte est catapulté chef de l'armée d'Italie. Exactement. S'en suivent les victoires de Rivoli, du pont d'Arcole, évidemment. Et ce jeune homme commence à inquiéter le régime du Directoire, qui accède à son souhait de partir en Égypte pour barrer la route des Indes aux Anglais. Et là-bas, il va vraiment continuer à bâtir sa propre légende avec des formules bien connues. Du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent. Voilà, on connaît. Et malgré un bilan militaire mitigé, puisque la flotte est coulée à Boukir, eh bien, le prestige de Bonaparte grandit, surtout au sein des troupes, parce qu'il n'hésite pas à décorer lui-même les soldats sur le champ de bataille. Mais à Paris, le régime du Directoire vacille sous les coups conjugués des royalistes et des jacobins. Et l'un des directeurs, Sieyès, demande à Bonaparte de prendre le pouvoir. Ce qu'il fait le 9 novembre 1799. 18 Brumaire. C'est le fameux coup d'État. Là, il devient premier consul avec les pleins pouvoirs. Autour de lui, 2 autres consuls, Cambacérès et Lebrun. Napoléon, lui, repart, Bonaparte encore à l'époque, repart en guerre. Là, vous le voyez en train de passer le col du Saint-Bernard pour aller en Italie. Et pour l'anecdote, il l'aurait plutôt passé à dos de mulet. Absolument. C'est vrai que là, il a beaucoup plus d'allure. Imaginaire, oui. Là, c'est la victoire de Marengo, bien sûr. Elle est vraie. Parce qu'au début du consulat, il y a vraiment 2 volets. Les victoires militaires de Napoléon et d'un autre, toute l'entreprise de reconstruction de la France, en fait. Puisque ce consulat apporte enfin une période de stabilité à la France qui a connu les agitations révolutionnaires depuis bien 10 ans. Et puis surtout, Napoléon entreprend de restructurer la France, de lui donner de nouvelles bases institutionnelles. Ce qu'on appelait les masses de granit sur lesquelles la nation devait s'appuyer. Exactement. Donc il instaure les lycées, le Conseil d'État, la Banque de France, j'en passe. Mais surtout en 1802, il signe avec l'Église le Concordat. L'Église qui avait été malmenée par la France révolutionnaire, ça lui amène des sympathies, notamment des fidèles et des royalistes. Puis ensuite, sous la plume de Cambacérès, entre autres, il produit le Code civil. Qu'on appelle le Code Napoléon à l'époque. Exactement. En fait, Bonaparte est partout. Il maîtrise tout. Et le Sénat fera même de lui, en 1804,
un empereur. C'est là que Bonaparte devient Napoléon. Napoléon Ier. Et il est sacré, on connaît tous ce fameux tableau de David, et on voit qu'il se sacre lui-même en quelque sorte. Voilà, il prend la couronne des mains du pape, il se la pose sur la tête et il prend l'autre pour la poser sur la tête de Joséphine. Exactement, donc maintenant cet empereur, malgré la défaite de Trafalgar, peut commencer son grand dessein, tenir l'Europe dans sa main, ce qu'il fait un an plus tard, le 2 décembre 1805, à Austerlitz. Après la bataille d'Austerlitz. Exactement, et cette Europe, il la découpe, il la distribue à ses proches, sa famille, mais ses maréchaux aussi, il crée une véritable noblesse d'empire. Et puis il y a des grandes batailles, des grandes victoires, Iéna, Friedland sur les Russes, et en 1806, il instaure aussi le blocus continental pour essayer d'étouffer économiquement l'Angleterre. Vraiment, il maîtrise tout, il annexe même les États pontificaux, Pie VII est furieux, l'excommunie, en retour l'empereur l'incarcère, ce qui fait que le pape ne peut rien dire quand il décide de divorcer de Joséphine, qui malheureusement ne lui donnait pas d'enfant. Et en 1810, il épouse Marie-Louise de Habsbourg. Qui est la fille de l'empereur d'Autriche. Exactement. Donc il devient le beau-frère de l'empereur. Et qui lui donnera un fils, enfin, l'Aiglon. Qu'on appellera l'Aiglon bien plus tard. Mais dans ces années 1810-1811, c'est là que tout bascule. La France est ruinée par le blocus. La guerre d'Espagne se passe très mal. Et pourtant, Napoléon décide de s'engager dans la campagne calamiteuse de Russie. Oui. Alors les Russes incendient la ville, incendient Moscou, ce qui fait que les troupes françaises doivent battre en retraite. C'est le passage de la Bérésina. Et les troupes de la coalition sont à la poursuite de Napoléon et finissent par rentrer dans Paris en mars 1814, le 6 avril. Et c'est l'abdication. L'empereur abdique. Il est envoyé par les Anglais sur l'île d'Elbe en Méditerranée, mais il parvient à s'en échapper un an plus tard, en 1815. Et là, c'est ce qu'on a appelé les 100 jours. Les 100 jours, il est accueilli vraiment en France. Il remonte à Paris en suivant la route qu'on appelle aujourd'hui la route Napoléon. Il reprend le trône à Louis XVIII et il repart en guerre. Mais c'est l'échec de Waterloo. Après, au congrès de Vienne, ses ennemis européens récupèrent leur territoire, sans oublier évidemment d'éloigner au plus loin l'homme qu'ils appelaient le fléau de l'Europe et qui va mourir à Sainte-Hélène, malade, le 5 mai 1821. Bon, alors il a une vie extraordinaire, on est bien d'accord, mais sa mort, par contre, celle qui nous occupe aujourd'hui, est assez banale. Mais finalement, pas tant que ça, parce qu'il y a vraiment un grand mystère autour de sa mort. Peggy, officiellement, Napoléon est mort d'un cancer à l'estomac. Du pylore, pas de l'estomac. Qu'est-ce que c'est que Le pylore, c'est la petite valve entre l'estomac et le début de l'intestin grêle. Et puis, dans les années 60, apparaît une nouvelle thèse qui repose sur l'observation des symptômes dont souffrait Napoléon. Voilà. Alors l'origine de cette nouvelle thèse, c'est là-dedans, dans les mémoires de Louis Marchand, premier valet de chambre de Napoléon. Donc elles ont été écrites, ces mémoires, à l'époque napoléonienne, mais elles ont paru en 1955. Bien plus tard. Louis Marchand, c'est vraiment le témoin tout trouvé pour nous parler de l'état de santé de Napoléon, puisqu'il l'assistait au quotidien. Alors qu'est-ce qu'il dit? Alors vous allez lire vous-même. Il relate une conversation entre Napoléon et le docteur Arnott, et vous allez voir que le pylore n'a rien à voir là-dedans. Alors, l'empereur lui dit: pensez-vous que ce soit le pylore qui soit attaqué? Le docteur Arnott s'approcha, le palpa de nouveau, lui dit que c'était une inflammation de l'estomac et que le pylore ne lui paraissait point attaqué. D'accord. Enfin bon, la médecine n'est pas très efficace à l'époque. Il a pu se tromper. Oui, sauf que quand vous lisez attentivement les mémoires de Marchand, vous vous rendez compte qu'il y a de nombreux symptômes qui laissent à penser que Napoléon a été empoisonné à l'arsenic. Mais alors, qui le dit, ça? Sten Forshusvud. Ah, C'est un médecin suédois, un stomatologue qui est le premier à dire ça. Il recense, en lisant les mémoires de Marchand, 28 des 31 symptômes de l'empoisonnement progressif à l'arsenic. Alors, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Eh bien, il se rend chez une sommité des années 60, une sommité de la période napoléonienne, le commandant Lachouk, qui détient personnellement des mèches authentiques de cheveux de Napoléon, et il les fait analyser par des toxicologues. Et qu'est-ce qu'on découvre? Des quantités anormalement élevées d'arsenic. Et donc, l'énigme est résolue, c'est un empoisonnement. Mais non, parce que cette nouvelle thèse va mettre en porte-à-faux la thèse officielle qui prévaut depuis des décennies. Donc vous imaginez bien que les historiens vont monter au créneau, en tout cas certains, pour dire non, c'est pas vrai, n'importe quoi, l'arsenic n'y est pour rien. Donc la polémique va s'éteindre jusqu'à l'arrivée d'un personnage pittoresque, le milliardaire canadien Ben Wider. Bon, Corinne, qui est ce Ben Wider qui cherche à faire prévaloir la thèse de l'empoisonnement depuis des décennies? Vous savez évidemment qu'il y a des sociétés napoléoniennes dans tous les pays, des admirateurs de Napoléon. Je le sais. Du coup, il y a une société internationale, c'est celle que préside Ben Wider
Il est en fait un milliardaire canadien qui a juré à son père de toujours défendre l'honneur et la mémoire de l'empereur parce que ce dernier avait défendu les Juifs. Et lui-même est juif, hein, Ben Weider. Voilà. Par fidélité à sa religion. Donc c'est un peu les racines de son engagement. Et justement, quand il lit les mémoires des gens qui étaient à Sainte-Hélène, il constate des anomalies. Lesquels, alors? La première d'entre elles, c'est que s'il était mort d'un cancer de l'estomac, forcément, il aurait eu des difficultés à s'alimenter sur la fin de ses jours et il serait mort complètement décharné, rachitique. Or, quand on regarde les gravures à Sainte-Hélène, on voit bien, là, il est allongé sur son lit, qu'il est, je ne dirais pas bedonnant, mais presque. On ne le sent pas vraiment squelettique. Et quand on regarde sa joue plus précisément, il est presque un peu bouffi. Ouais. Non, détrompez-vous, Napoléon, à sa mort, il était ni gras ni gros. Ça, évidemment, ce sont des visions d'artistes, des représentations. On le voit même aussi à Sainte-Hélène, contemplant les flots et son passé, la main sur sa bedaine. Mais c'est vraiment des visions d'artistes. En vérité, il était totalement amaigri. Et comment peut-on le savoir? C'est que les historiens sont allés consulter les registres de ses couturiers, ses tailleurs de pantalons. C'est ainsi qu'on a pu constater que de mois en mois, il perdait des tailles de son pantalon. Et donc, en fait, à sa mort, l'empereur avait perdu plus de la moitié de son poids. Donc il était vraiment très amaigri, au contraire. C'est gênant parce que ça ne correspond pas avec les descriptions des médecins légistes, les médecins anglais notamment. Un certain Walter Henry décrit Napoléon un peu gras. Il dit qu'il avait 2 cm de graisse tout autour de son corps et autour de tous ses organes. Donc il y a bien un problème. Dans les détails anatomiques, là. Oui, mais il y a plusieurs versions, donc c'est bien qu'il y ait un souci. Et d'ailleurs, Ben Weider cite l'empereur lui-même. Je vais faire la même chose. Napoléon disait, un mois avant sa mort, donc on est en avril 1821, « J'ai toujours eu un estomac de fer et s'il se convulsionne quelquefois, toute ma vie, mes digestions se sont bien faites. » Oui, Franchement, c'est clair, ça. Oui. S'il avait eu un cancer de l'estomac, il l'aurait senti, il en aurait souffert. Donc il y a vraiment beaucoup de bizarreries qui ont fini par agacer Ben Weider. Surtout, il est agacé contre la communauté des historiens qui ne daignent même pas analyser une éventuelle autre hypothèse. Ils en restent à l'hypothèse officielle. Et écoutez-le, il est vraiment très remonté. Comme certains historiens, depuis 40 ans, ils enseignent que Napoléon est mort d'un cancer. C'est difficile de changer leur idée après tant d'années de prêcher un cancer de l'estomac. Alors, ils sont assez intelligents, mais ils ne peuvent pas l'avouer parce que c'est embarrassant et leur ego sera affecté, je ne sais pas, leur réputation. Il est extrêmement sympathique, votre Ben Weider. On a tous envie de croire comme lui à la thèse de l'empoisonnement parce que ça fait travailler l'imaginaire, c'est romanesque, l'empoisonnement. Mais enfin, il ne faudrait tout de même pas occulter le travail sérieux de dizaines d'historiens sérieux qui ont rassemblé toutes sortes de témoignages et documents et dans lesquels rien ne démontre la thèse de l'empoisonnement. Du tout, au contraire, tout le démontre, puisque l'empereur Napoléon présentait une bonne trentaine de symptômes de l'empoisonnement à l'arsenic. C'est quand même pas rien. Oui, une trentaine. Alors par exemple, sauf les principaux. Enfin, par exemple, la photophobie, donc la peur de la lumière, la décoloration des ongles, la perte des poils, la surdité, une toux constante, l'envie irrépressible de changer de lit la même nuit. C'est pour ça qu'il avait 2 lits dans sa chambre. c'est lié à l'arsenic. Apparemment, c'est un des symptômes principaux. Donc il y a vraiment beaucoup d'hypothèses qui vont dans le sens de l'empoisonnement à l'arsenic. Voilà, oui. Donc, il va plus loin, Ben Weider. Il dit aussi que lorsqu'on a ouvert le cercueil, vous savez, en 1840... Quand on a ramené le corps de Napoléon en France. Exactement. Sous Louis-Philippe. Bien, tous les observateurs ont été stupéfaits de voir l'état de conservation du corps. Et c'est une des caractéristiques de l'arsenic que de conserver. L'arsenic, c'est pas du formol tout de même. En tout cas, ça conserve. Et ensuite, Ben Weider s'est associé aux Suédois Sven Forshfood et ils ont fait analyser une mèche de cheveux de l'empereur. C'est quand même plus scientifique, oui. C'est plus scientifique, d'autant qu'ils se sont adressés au FBI. Ce sont quand même pas des rigolos. Et leur laboratoire a donné un verdict assez tranché. Alors, donc ça c'est le papier du FBI. Oui. Je lis. La quantité d'arsenic présente dans ses cheveux est significative de l'empoisonnement par l'arsenic. Signé M. Martz, chef du bureau de chimie toxicologie. Donc les preuves sont dans les cheveux. Et donc on va maintenant examiner l'analyse de ces cheveux. Laurent, je vous présente Monsieur Pascal Kins, toxicologue, expert en médecine légale parmi les plus éminents du monde, je pèse mes mots. Oui. Il s'est livré à 2 salves d'expérience sur d'authentiques cheveux de Napoléon en 2001 et en 2005. Et ses résultats sont édifiants. Donc il est venu. Hein. Vous les avez? Alors il m'en reste quelques-uns. Vous comprenez bien évidemment que c'est très précieux. Ouais. Voilà
une lettre auquel étaient accrochés quelques poils. Malheureusement, nos analyses sont toujours destructrices. Et ce sont des cheveux donc coupés par le valet le lendemain de la mort de l'empereur. C'est Abraham Noverraz qui les a coupés. Et voilà donc ce qu'il en reste. On est sûr qu'ils sont authentiques? Au jour d'aujourd'hui, pratiquement plus personne ne conteste l'authenticité des cheveux de Napoléon. Alors qu'est-ce que vous avez découvert? Alors on a fait effectivement 2 salves d'analyse, 2001-2005. 2001, on a analysé 5 mèches, 2005, 2 mèches. Toutes les mèches démontrent des quantités anormalement élevées d'arsenic. Tout le monde a de l'arsenic dans ses cheveux, ça provient de l'alimentation, de l'eau de boisson et des choses de ce type-là. Les quantités sont relativement faibles et en ce qui concerne l'empereur, on est à peu près à 50, 100 fois, selon les mèches, les concentrations de la population dite générale. Mais c'est de l'arsenic présent sur le cheveu ou à l'intérieur du cheveu? Non, alors là, on a fait des expérimentations parce qu'il était important de savoir si l'arsenic venait de l'environnement ou au contraire était quelque chose d'ingéré, passé par la circulation générale, par le sang en fait, et donc capable de provoquer un certain nombre de symptômes. Et en fait, on démontre sans aucune ambiguïté que l'arsenic est localisé au centre du cheveu, ce qui prouve bien un passage par la voie générale, par le sang, et donc un produit toxique qui a eu des effets. Est-ce que ça veut dire pour vous que Napoléon a été empoisonné? Alors, je vous arrête tout de suite. Je n'ai jamais dit, et je ne le dirai jamais, on ne peut pas parler d'empoisonnement. Moi, je suis un toxicologue. Je dis donc, ces cheveux appartiennent à quelqu'un qui est intoxiqué à long terme, c'est-à-dire régulièrement, de façon chronique, par de l'arsenic. Je ne parle pas d'empoisonnement parce que l'empoisonnement, c'est une intention de nuire et un empoisonneur. Je ne suis que biologiste. Mais ça correspond, vous venez de le dire, à une ingestion d'arsenic régulière. Tout à fait. Sur une longue période. Il vient de quelqu'un qui a été exposé de façon régulière à de l'arsenic dans sa circulation générale. Et cet arsenic a provoqué un certain nombre de dommages cliniques qui seront par la suite éventuellement fatals. Alors bon, comment on fait pour savoir ce que vous venez de nous dire là? Comment on procède? Étape fondamentale, c'est de nettoyer le cheveu. Éliminer tout risque de contaminant extérieur, c'est une étape dite de décontamination. Ça se fait par des solvants, de l'acétone, de l'eau chaude, ensuite encore un bain d'acétone. Et on vérifie qu'il n'y a plus d'arsenic là-dedans. Donc ce qui viendrait de l'extérieur serait totalement éliminé. Ensuite, le cheveu est coupé en très fins segments, presque broyé, mis dans un acide qui va dissoudre, minéraliser en quelque sorte les éléments. Et ensuite, c'est mis dans une très grosse machine qui s'appelle de l'ICP masse, qui va se focaliser sur l'arsenic et dire de façon précise, avec une droite d'étalonnage, quelle est la quantité d'arsenic présent dans les cheveux. Vous dites qu'il y a eu ingestion d'arsenic, mais est-ce que vous avez une idée de la façon dont on a pu l'administrer finalement, ou il se l'est peut-être administré lui-même? Est-ce qu'il a pris des médicaments avec de l'arsenic? Est-ce qu'il a pris du vin avec de l'arsenic? Il existait effectivement un médicament, la liqueur de Folaire, qui contiendrait de l'arsenic, mais il semblerait, d'après tout ce qui a été lu et dit sur Napoléon, que jamais ce type de thérapeutique lui a été proposé. Donc on peut éliminer cela. Le reste, comme l'arsenic, et en plus on a montré que c'était de l'arsenic minéral, donc les formes toxiques, cet arsenic est particulièrement amer. Donc il faut arriver à le cacher. Les quantités à administrer sont relativement faibles, 50 ou 100 mg, c'est-à-dire même pas 1 gramme, des quantités très très faibles. C'est amer, donc le véhicule le plus probable, c'est la boisson, et en particulier la boisson alcoolisée, donc le vin. À votre avis, de quoi est mort Napoléon? Alors, jamais, je n'ai dit, et probablement je ne le dirai jamais, qu'il est mort d'une intoxication à l'arsenic. L'empereur est probablement décédé d'un faisceau d'événements. D'une part, d'une tuberculose mal soignée, d'autre part, très probablement d'un ulcère perforant, et puis ensuite de troubles cardiaques liés à la thérapeutique qui lui était administrée, c'est-à-dire le calomel, un sel de mercure qui est un purgatif, et puis le tartare émétique qui est un sel d'antimoine qui est un émétique, un vomitif. Donc ce sont des éléments qui sont susceptibles de perturber très profondément le rythme cardiaque. On surajoute l'arsenic. L'arsenic est probablement qu'un seul cofacteur, mais a contribué à précipiter le décès de l'intéressé. Mais ensuite, on a soulevé beaucoup d'objections à votre thèse, qui a l'air solide, mais il y a des objections. Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est que malgré la force de ce constat, présence d'arsenic, eh bien, les historiens sérieux maintiennent leur position. Ce n'est pas terminé, ils disent oui, Napoléon est quand même mort de maladie, en tout cas certainement pas d'empoisonnement. Bon, on va revenir vers ces historiens et examiner les contre-arguments.
Eric, qu'est-ce qu'on a dit pour contredire les expertises dont on vient de parler? Il y a plusieurs angles d'attaque. Le premier, ça consiste à dire qu'on n'est pas certain que ce sont bel et bien les cheveux de l'empereur qui ont été soumis à l'analyse. D'ailleurs, M. Keynes ne nous a pas dit qu'il était certain que c'était vraiment les cheveux de l'empereur. Il y a eu beaucoup de mèches analysées. Tous les cheveux ont été certifiés authentiques. Il y a 5 mèches différentes qui proviennent de 5 collections différentes, donc on ne peut pas l'affirmer avec certitude. Enfin, sur le nombre, il y en a forcément une ou deux qui sont authentiques. Non? Certains venaient de la succession de Marchand, le premier valet de chambre de Napoléon, d'autres de la succession de Lascaz, et ils ont tous été certifiés authentiques. Bon, il y en a forcément, même beaucoup, s'il y a beaucoup de cheveux, il y a forcément qui sont authentiques, et il y a beaucoup d'arsenic dedans. Alors, il faut même expliquer ça, quoi. Admettons qu'il s'agit des cheveux de l'empereur. Il y a quand même un point important qu'il faut rappeler. Comme le disait M. Keynes, la présence massive d'arsenic, ça s'appelle une intoxication à l'arsenic. Or, le mot empoisonnement, ce n'est pas la même chose, ça suppose une volonté criminelle. On peut très bien imaginer que cette présence d'arsenic ne soit pas criminelle et volontaire, mais accidentelle. Comment cela? Comment ça se passe à ce moment-là? Il y a beaucoup de possibilités, mais c'est vrai qu'à l'époque, on utilisait l'arsenic dans quantité de préparation, peut-être dans les médicaments, peut-être aussi qu'on utilisait cet arsenic dans la mort au rat, parce qu'à Longwood, à Sainte-Hélène, il y avait beaucoup de rats, il fallait dératiser. Et puis aussi, l'arsenic était utilisé à l'époque dans des préparations, les papiers peints, les peintures, et on peut imaginer que l'atmosphère entière était baignée d'arsenic. Napoléon était... Alors, là, je me permets juste de vous interrompre parce que c'est un argument qui ne tient pas. La contamination de l'environnement dans l'affaire Napoléon est quelque chose, une vue de l'esprit. D'abord, les cheveux avaient une concentration très importante, 40 nanogrammes. Ça ne peut pas provenir d'une contamination externe. Il y a respirant. En respirant, par exemple, c'est bien quelque chose qui a été ingéré, passé par la circulation générale, le sang, et fixé dans les cheveux. Ça, c'est le premier argument. Et surtout, le deuxième, c'est que s'il y a une contamination de l'environnement, il y a de l'arsenic qui se dépose sur les cheveux. Et lorsque l'on fait ce que je vous avais présenté tout à l'heure, un bain de décontamination des séries de lavage, acétone, eau chaude, acétone, et lorsqu'on réanalyse cette acétone, il devrait y avoir des grandes quantités d'arsenic. Or, dans le cas des cheveux de Napoléon, les bains de décontamination de lavage sont négatifs pour l'arsenic. Il n'y a pas d'arsenic. Donc on est certain qu'il n'y a pas contamination par l'environnement. Bon, voilà un argument qui disparaît, mon cher. D'accord. Alors, il y a 2 autres détails qui ne collent pas. Et là, peut-être qu'il n'y aura pas de contradiction. Premièrement, sur les cadavres intoxiqués à l'arsenic, tous les médecins légistes disent que leurs ongles présentent une coloration tout à fait spécifique, les stries grises. Or, ni les témoins, ni le médecin Antomarchi n'a relevé cela sur le cadavre de Napoléon. Deuxième élément, une des mèches analysées a été coupée sur Napoléon bien avant sa mort, plus de 10 ans avant sa mort. Et là encore, on trouve une concentration élevée d'arsenic. Donc ça fait quand même 2 éléments qui, au moins, au minimum, posent question. Mais alors comment aurait-il pu ingérer de l'arsenic? Peut-être par des médicaments, vous le disiez vous-même. Ce que je trouve étrange, c'est qu'il n'était pas le seul à prendre des médicaments à Sainte-Hélène. Pourquoi lui serait-il mort d'un arsenic par médicament, alors que les autres non? Ça ne tient pas la route du tout, ça. Ça, c'est un argument. Oui, c'est vrai. Donc il y a de l'arsenic dans le corps de Napoléon. Il a pu être empoisonné. En tout cas, ce n'est pas une thèse isolée. De nombreux historiens corroborent cette thèse. Je pense notamment à un grand historien, Chandler, aujourd'hui décédé, qui toute sa vie a cru que Napoléon était mort d'un cancer du pylore et qui, à la fin de sa vie, s'est dit « Mais non, je me suis trompé, et il faut que je le dise. » Et ça a été médiatisé longuement. Je pense à un médecin également, Philippe Corso, qui a été appelé par la Société napoléonienne américaine lors d'un colloque à Chicago en 1994, qui lui aussi était parti sur la thèse du cancer, qui est revenu sur ses dires et qui en plus apporte un élément nouveau à notre dossier, à savoir que le coup fatal aurait été porté à Napoléon par l'administration de calomel. Le calomel, c'est un puissant laxatif ou diurétique qui en soi n'est pas toxique, mais mélangé à du sirop d'orgeat que Napoléon adorait, ça devient fatal. Et curieusement, dans les mémoires de Marchand, premier valet de chambre de Napoléon, voilà ce qu'on lit sur le calomel. Je fus appelé à donner à l'empereur du calomel. Je délayais cette poudre dans de l'eau avec un peu de sucre, et lorsque l'empereur me demanda à boire, je la lui présentais comme de l'eau sucrée. Il ouvrit la bouche, avala difficilement, et voulut même sans y parvenir rejeter tout. Se tournant alors vers moi, il me dit avec un ton de reproche si affectueux et si difficile à rendre, « Tu me trompes aussi ?» Et une page plus tard, l'empereur n'est plus. Moi, je ne vois pas pourquoi les Anglais auraient décidé un empoisonnement de Napoléon. Napoléon ne représentait plus rien. En 1820-1821, la France s'était reconstruite sans lui, l'Europe aussi. Finalement, la chose était réglée et politiquement, il ne représentait plus rien à Sainte-Hélène. D'accord, mais le système de garde était très onéreux.
Les Anglais avaient tout intérêt à ce que Napoléon passe l'arme à gauche le plus vite possible. D'accord, mais enfin, c'est quand même une méthode peu reluisante, quoi, s'il a été assassiné alors qu'il était inoffensif, Les Anglais n'étaient captif. pas à cela près. Ils avaient demandé à plusieurs agents, ils avaient payé plusieurs agents pour assassiner l'empereur. Le plus connu d'entre eux, c'est Georges Cadoudal, monarchiste breton qui avait traversé la Manche en 1804 avec la mission très claire d'assassiner Napoléon. Pareil pour l'attentat de la rue Saint-Nicaise, où de nombreux innocents ont rencontré la mort. Ça, c'était commandité par les royalistes avec le soutien de Londres. Alors, il y a un point important parce que si les soupçons d'empoisonnement prennent corps, ça veut dire que ça s'est passé pendant la captivité de Napoléon. Et donc, il faut retourner sur place à Sainte-Hélène pour essayer de comprendre ce qu'était cette vie des captifs de Sainte-Hélène. Alors, Peggy, pourquoi les Anglais ont choisi l'île de Sainte-Hélène? Pour une raison très simple, impossible de s'en évader. Jugez par vous-même, Sainte-Hélène, c'est là, en plein milieu de l'Atlantique Sud, au milieu de nulle part, pour ainsi dire, à 1800 km des côtes africaines, à 3500 km des côtes brésiliennes. C'est loin. Encore aujourd'hui, c'est très difficile d'y accéder. Napoléon accoste donc sur cette petite île de Sainte-Hélène le 15 octobre 1815, après 67 jours de traversée. Quand il arrive sur les lieux, comme toujours dans cet endroit du monde, il pleut et il vente, un climat pas très propice à l'épanouissement personnel, on va dire. Sainte-Hélène, c'est 122 km². Pour vous donner une idée, c'est un tout petit peu plus grand que la superficie de Paris à l'heure qu'il est. Quand Napoléon arrive sur les lieux, voilà ce qu'il déclare d'après ses mémoires. Les Anglais sont stupides. Sans le savoir, ils me rendent service en ajoutant l'infortune qui seule manquait à ma gloire. Dans un premier temps, Napoléon parvient à instituer une certaine étiquette, un cérémonial respectueux. C'est l'empereur. Montholon lui sert de majordome et de maître de cérémonie. Lascaz est son secrétaire particulier. Il va d'ailleurs beaucoup... C'est celui qui va l'aider à écrire ses mémoires. Voilà, il va beaucoup converser avec Napoléon. Il va compiler le résultat de leur discussion dans ce mémorial de Sainte-Hélène, resté très célèbre. Le baron Gourgaud est son grand écuyer et son aide de camp. Marchand, son premier valet de chambre. Oui. Et Ali le Mamelouk. Qui n'était pas Mamelouk d'ailleurs. Un de ses fidèles serviteurs. Non, effectivement, il ne s'appelait pas comme ça, Louis-Étienne de Saint-Denis. Des serviteurs d'ailleurs qui officient en livrée impériale, c'est dire si on était quand même loin du bagne. Hein. C'est l'empereur, oui. Alors, quelle était sa vie quotidienne? Eh bien, dans un premier temps, ça va plutôt bien. Il est libre de ses mouvements. Il emménage ici, au pavillon Briard, la demeure d'un riche négociant colonial. C'est ce qu'on a appelé les jours roses de la captivité. Hein. Dans un premier temps, il peut travailler, il peut recevoir, il va voir les voisins, il se promène à cheval, en calèche. Mais tout change en avril 1816, avec l'arrivée d'un personnage important, le nouveau gouverneur de l'île de Sainte-Hélène, Sir Hudson Lowe. Pas très gentil, c'est pas Non, un militaire zélé et rigide qui applique à la lettre les consignes de surveillance qui lui ont été assignées par son ministère. À cette période, Napoléon emménage ici, sur le plateau de Longwood. C'est le pire endroit de l'île. Hein. Encore plus de vent et de pluie qu'ailleurs. D'ailleurs, Napoléon est absolument furieux, comme en témoigne cet extrait de La Caméra explore le temps, où Napoléon, alias Raymond Pellegrin, s'entretient avec Hudson Lowe, Michel Bouquet. Il y a du courage à faire tuer un homme. Mais c'est une lâcheté que de le faire languir et l'emprisonner ici. L'île est trop petite pour moi, qui chaque jour faisait 10, 15, 20 lieues à cheval. Cet endroit est insupportable, insalubre. Ce n'est point notre soleil, nos saisons. Il n'y a point d'eau. Il n'est pas content, hein? Non. Il continue à maintenir ses activités quand même. Il dessine notamment les allées, les jardins, les bassins de Longwood. Non sans humour, regardez, ça a la forme de son chapeau. Voici ses appartements. Et on raconte qu'il aimait particulièrement se rendre dans la salle du billard, où il étendait ses cartes et où il dictait ses mémoires. Pendant ses campagnes. Longwood, c'est 99 mètres carrés, donc c'est relativement confortable. Mais vous imaginez bien qu'on est très très loin des fastes auxquels l'empereur est habitué. D'autant plus qu'à cette période, Napoléon est sans cesse scruté par les soldats anglais. On parle de 200 hommes à terre, de 500 marins de la flottille de guerre qui sont là pour décourager toute tentative d'évasion. Il y a eu des tentatives d'ailleurs. Oui. Et pour regarder tous ces soldats depuis l'intérieur, Napoléon trousse ses volets pour y passer sa longue vue. Avec Hudson Lowe, ça empire. Hudson Lowe l'appelle général et non pas sire ou majesté. Et peu à peu, la santé de l'empereur se dégrade. Quand vous serez en Angleterre, dites alors Liverpool que je désire quitter cette île qui est néfaste aux personnes atteintes de mon mal. Je le lui dirai, sire. Non, je souffre depuis longtemps. Sainte-Hélène est malsaine.
Les troupes de la garnison éprouvent une forte mortalité. 10 longues années passées sur cette petite île de Sainte-Hélène, Napoléon meurt le 5 mai 1821. Ultime mesquinerie des Anglais, sur sa tombe à Sainte-Hélène, aucun titre n'est précisé puisque les Anglais refusaient de l'appeler empereur. Alors, s'il a été empoisonné, c'est forcément par quelqu'un qui était là depuis un certain temps. Probablement, il fallait rester discret, donc l'empoisonnement, si empoisonnement il y a eu, a été progressif, subtil. Donc c'est forcément quelqu'un qui le fréquentait quotidiennement. Et donc maintenant, il faut s'intéresser à ceux qui étaient là et donc établir la liste des suspects. Alors, Peggy et Corinne, vous doutez que Napoléon soit mort d'un cancer, donc il a été empoisonné, d'après vous. Mais s'il y a un empoisonnement, il y a des empoisonneurs. C'est bien normal. Qui sont-ils? Bien, figurez-vous que cet homme, le général de Montholon, est soupçonné d'un empoisonnement passionnel. Diable, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est-à-dire qu'il se languit de rentrer en France. Il en a marre d'être à Sainte-Hélène. Il veut retrouver sa femme, Albine de Montholon. Cette dernière, au début, l'avait suivi sur Sainte-Hélène et très vite, elle était devenue la maîtresse de Napoléon. Elle lui a d'ailleurs donné 2 filles, Napoléon et Joséphine. Pas très discret. Ça laisse peu de doute sur la paternité. Ce n'est pas ce qui gêne Montholon, hein. Il a partagé sa femme avec l'empereur, c'était pour lui presque un honneur. En revanche, quand Napoléon exige qu'Albine rentre en France avec les 2 enfants, là, c'en est trop pour lui. Être séparé de celle qu'il aime, il ne peut pas le supporter. L'hypothèse, c'est que Montholon aurait entrepris d'empoisonner l'empereur pour le faire rapatrier en Europe de façon à se faire soigner. Montholon ne risquait pas grand-chose, puisque une fois l'intoxication stoppée, il savait très bien que Napoléon recouvrerait la santé. Ça peut vous sembler un peu rocambolesque, et pourtant, c'est une hypothèse Ça l'est, effectivement. qu'on a prise dans ce livre, L'énigme Napoléon résolu, signé de René Maury et François de Condé-Montholon, qui, comme son nom l'indique, le descendant. de Montholon. Et donc il accuse son ancêtre. Oui. Voilà, son ancêtre qui, en fait, était l'intendant de Longwood et qui avait donc la haute main sur les réserves de vin, vin qui étaient uniquement destinés à l'empereur, et sur les réserves d'arsenic. Donc, il pouvait empoisonner l'empereur à petit feu. Mais pourquoi diable voulez-vous que ce brave Montholon ait voulu verser le bouillon d'11 heures à son empereur? Vous l'avez dit qu'il adorait tant. Sans doute, il était en effet plus flatté que fâché que sa femme devienne la maîtresse de l'empereur. En plus, c'était sans doute pas facile à Longwood de verser dans le dos de tout le monde des doses d'arsenic dans le vin de Constance de l'empereur. Et puis surtout, Montholon, c'est un fidèle d'entre les fidèles. Il est bonapartiste jusqu'au bout des ongles. Il va le rester après la mort de l'empereur, puisque en 1851, donc bien des années plus tard, il va participer activement au coup d'État du 2 décembre 1851 qui porte sur le trône impérial le neveu Napoléon III. Napoléon. Donc Montholon, on ne voit pas très bien l'intérêt qu'il aurait eu à empoisonner son empereur. C'est vrai que ce sera l'ultime confident de l'empereur, c'est vrai que ce sera son principal héritier. Maintenant, regardez ce qu'il écrit à sa fidèle Albine, justement, dont il est très amoureux. Il lui demande pardon. Mais pardon, ma femme et mes enfants, je ne puis vivre sans vous. De quoi s'excuse-t-il, si ce n'est du lent crime qu'il est en train de commettre? Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Montholon joue seul. C'est un joueur solitaire, il ne prévient personne de son stratagème, pas même Albine, qui en fait éprouve encore des sentiments pour l'empereur et qui aurait été trop inquiète. Donc, tout est secret, mais arrive l'autopsie. Là, sa supercherie va être découverte. Donc, il se rapproche du médecin, Antomarchi, qui a pratiqué l'autopsie, et il lui souffle à l'oreille l'idée du cancer de l'estomac héréditaire. J'en veux pour preuve qu'une fois rentré à Paris, Antomarchi se rend au domicile de Montholon et exige de lui 100 000 francs. 100 000 francs de l'époque, c'est quand même 100 000 euros d'aujourd'hui. Et Montholon est criblé de dettes, il n'a pas encore touché l'héritage de Napoléon, et il les lui donne. Donc c'est vraiment un chantage. Antomarchi menaçait sans doute de dévoiler au grand jour que Montholon avait assassiné l'empereur. J'ajoute que Napoléon a connu plusieurs périodes de rémission qui toujours correspondent aux absences de Montholon. Par exemple, entre septembre et décembre 1819, Montholon est malade, alité, et Napoléon ne s'en porte que mieux. Étrange. Et puis, petit autre détail étrange, c'est que les rares qui ont eu l'auguste privilège de partager le vin de Napoléon s'en sont trouvés fort mal. Les époux Bertrand, qui ont été malades, et un des valets de Napoléon, Cipriani. Alors, c'est un peu troublant, mais enfin, dans les lettres de Montholon, c'est jamais dit clairement, ça. Ah non, mais il l'avoue pas, mais c'est suggéré. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autres suspects? Évidemment, on parle du comte d'Artois, le futur Charles X, qui avait déjà à plusieurs reprises tenté d'assassiner Napoléon. Peut-être avait-il des suspects sur place. Parmi les autres suspects potentiels, Hudson Law, le gouverneur... Alors, les Anglais, parce que là on parle des Français, mais il y a peut-être les Anglais aussi. Voilà, Hudson Law, le gouverneur de l'île de Sainte-Hélène, qui arrive en 1816 sur ordre du secrétaire d'État à la guerre et aux colonies, qui déteste la France et en particulier Napoléon. Il ne faut pas oublier qu'Hudson Law, au préalable, avait dirigé une unité spécialisée dans les enlèvements et les assassinats
par arsenic, par empoisonnement, c'est quand même pas inintéressant. Et quand il arrive sur l'île de Sainte-Hélène en 1816, il vient avec le docteur Baxter, qu'il connaît très bien, à qui il veut faire empoisonner l'empereur, évidemment, mais Napoléon se méfie beaucoup d'Hudson Law, il refusera toujours de se faire soigner par ce fameux Baxter. Hudson Law va donc voir le médecin personnel de Napoléon, Barry O'Meara, l'Irlandais, et il lui demande d'empoisonner Napoléon. Et voilà ce que dit... preuve de ça, oui. ou... Voilà ce que dit Barry O'Meara dans ses mémoires « Napoléon en exil » ou « Une voix de Sainte-Hélène ». Sir Hudson Law me dit que la vie d'un homme ne devait pas entrer en balance avec le mal qu'il pouvait causer s'il parvenait à s'échapper, et que je ne devais pas oublier que le général Bonaparte avait déjà été le fléau du monde et la cause de la mort de millions d'individus, que ma position était toute particulière et d'une grande importance politique. Heureusement, Barry O'Meara est fidèle et il refusera d'empoisonner l'empereur. Bon, il y a quelques éléments, effectivement, qui laissent à penser qu'il y a peut-être des suspects. Il y a quand même les analyses de cheveux qui sont assez éloquentes, donc il y a un doute. Et c'est le moment de se tourner vers notre expert qui va nous départager. Jean Tullard, vous êtes donc notre expert pour cette enquête. Vous êtes professeur à la Sorbonne et vous êtes le meilleur spécialiste de l'Empire, hein, tout le monde en connaît. Donc, question fort simple, Napoléon, à Sainte-Hélène, a-t-il été empoisonné? À question simple, réponse simple. Vous le savez, l'historien raisonne en fonction des documents qu'il soumet à la critique. Nous avons, pour la mort de Napoléon, deux documents incontestables. Le rapport d'autopsie d'Antomarchi, mauvais médecin, mais qu'il n'y a pas lieu de soupçonner d'avoir falsifié ce rapport. Et d'autre part, les mémoires de Bertrand, qui était le compagnon de Napoléon et qui consignait tous les jours ce qui se passait avec des détails extrêmement crus et dans un langage crypté qui faisait que les Anglais ni les autres compagnons de Napoléon ne pouvaient le lire. Donc, si lui avait pensé qu'il y aurait empoisonnement, il l'aurait noté, puisque Montelon ou Hudson Law écrivait librement. Écrivait librement. Donc, à partir de ces documents, nous avons le rapport d'autopsie qui montre que l'estomac de Napoléon, et d'ailleurs le foie, était complètement délabré, que ses espérances de vie étaient nulles. Ouais. Et d'autre part, partir de cette constatation, Antomarchi conclut à un cancer, nous avons le témoignage de Bertrand qui, au jour le jour, confirme qu'il s'agit bien d'un cancer. Il y a les manifestations d'un cancer, l'amaigrissement qu'on a contesté, je ne sais pas pourquoi, et les vomissements, tous les signes sont là. Donc si nous raisonnons en fonction des deux documents les plus sûrs, Napoléon est mort d'un cancer ou d'une maladie proche du cancer et n'a pas été empoisonné. Et que faites-vous des analyses toxicologiques qui ont commencé dans les années 60 alors? Les analyses toxicologiques ont suivi l'affirmation par un toxicologue suédois que Napoléon avait été empoisonné, affirmation qu'il ne fondait que sur des signes extérieurs dans les mémoires de symptômes dont on a parlé. Oui, il n'y avait pas, ce fut à l'époque rejeté parce qu'il n'y avait pas les véritables symptômes de la vie des médecins qui examinèrent le livre à l'époque, docteur Gagnère, docteur Godlewski, docteur Jean-François Lebel. Ensuite, il y a eu une analyse des cheveux de Napoléon qui a montré qu'il y avait de l'arsenic en taux anormal dans ses cheveux. Donc là, c'est un argument plus fort. Ouais. C'est un argument plus fort. Alors, bien entendu, on a dit ce ne sont pas des cheveux de Napoléon. Ça paraît quand même difficilement contestable, même si on ne peut pas faire de test d'ADN. Et d'autre part, on a dit que c'était de l'arsenic extérieur. C'est-à-dire qu'en se poudrant, par exemple, dans l'environnement, Napoléon aurait ainsi recueilli de l'arsenic. Des démonstrations scientifiques ont montré que cet arsenic était de l'intérieur. Donc, il y a effectivement de l'arsenic dans l'organisme de Napoléon. Alors, ce serait un argument troublant si des cheveux coupés de Napoléon en 1805 ne montraient un taux d'arsenic déjà anormal.
Ce qui signifierait que l'empoisonneur a commencé son travail en parce que 1805 pour l'achever en 1821. Il n'était franchement pas doué. D'autre part, on a dans des cheveux, toujours attribués bien entendu, à Pauline et à Caroline, les sœurs. On Napoléon, trouve également un taux d'arsenic anormal. Ce qui fait qu'il y a d'un côté une mort normale de Napoléon et de l'autre de l'arsenic en quantité. Et le mystère de Sainte-Hélène n'est pas l'empoisonnement de Napoléon, mais pourquoi y avait-il tant d'arsenic dans son organisme? Il y aurait peut-être une solution, ce serait d'ouvrir le catafalque qui était aux Invalides, de procéder à l'examen de ce corps-là, et puis peut-être aussi d'aller examiner les dépouilles des contemporains de Napoléon, et notamment à Sainte-Hélène. Peut-être qu'on y verrait plus clair. Oui, je crois que c'est là qu'est la solution. Et si nous nous apercevons qu'il y a de l'arsenic dans tous les organismes de Sainte-Hélène, ça résout la question. Ça résout la question, ou ça montre que l'empoisonneur a été capable d'empoisonner toute une île. D'accord, donc il faudra attendre d'avoir encore des éléments nouveaux pour dissiper l'énigme, non pas de l'empoisonnement, mais de l'arsenic. Voilà, c'est la prochaine émission que je vous suggère. Jean Tullard, merci de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Merci à vous. Voilà donc notre conclusion. Elle n'engage que les auteurs de cette émission, mais nous avons essayé de vous donner honnêtement toutes les pièces de ce dossier. À vous de vous faire une opinion. Après tout, elle vaut bien la nôtre. Et à bientôt pour la résolution d'une autre énigme de l'histoire.